Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici à présent les principaux titres. Ashtuka Eitbaha, Sa Majesté le Roi lance la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole Génération Green 2020-2030 et la stratégie relative au développement du secteur des eaux et forêts du Maroc. Deux nouvelles stratégies porteuses d'une vision novatrice et ambitieuse qui viennent consacrer des secteurs prioritaires et à grand potentiel. Hier, à la commune d'Eit Melloul, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé à l'inauguration de la plateforme des jeunes Ergana pour l'écoute et l'orientation. Le souverain a également procédé au niveau de la préfecture d'Agadiri d'Aoutanen à l'inauguration de l'espace culturel Dar Moumkin au quartier El Goula et de celui des Étoiles du Souss au quartier El Farah. Combien déboursent les Marocains pour la lecture? Notre équipe sur place au Salon international de l'édition et du livre a posé la question aux visiteurs. Si les sommes varient, l'intérêt pour la lecture est constant. Elle s'appelle Sana Rakas, elle est diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. On peut actuellement découvrir sa nouvelle exposition à la Galerie Chartres de Casablanca. Un travail pictural très figuratif qui se rapproche de l'anthropologie que je vous propose de découvrir en fin de journée. Ashtuka Eitbaha, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, a présidé la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole baptisée Génération Green 2020-2030 et de celle relative au développement du secteur des eaux et forêts du nom de Forêt du Maroc. Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d'un film institutionnel qui met en avant la dynamique de développement qu'a connu le secteur agricole durant la dernière décennie, à la faveur notamment du plan Maroc Vert. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts a présenté devant le souverain les grandes lignes des nouvelles stratégies Génération Green 2020-2030 et Forêt du Maroc. Aziz Akhnouch a indiqué que la nouvelle vision stratégique du secteur agricole a été élaborée conformément aux hautes orientations royales. Le souverain a ensuite procédé au lancement du projet de plantation de 100 hectares d'arganiers dans la commune d'Imim Qoran, un projet qui entre dans le cadre du programme de plantation de l'arganier agricole dans la province de Shtuka Eitbaha. Sa Majesté le Roi a également procédé au lancement des travaux de réalisation du réseau d'irrigation à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'Agadir, dont les travaux de réalisation enregistrent un taux d'avancement de 65%. Les développements de l'activité royale dans nos prochaines éditions. Et puis, donnant une forte impulsion au programme de l'Initiative nationale pour le développement humain, qui est à sa 3e phase, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé hier à la commune d'Eit Melloul, préfecture d'Inzgen Eit Melloul, à l'inauguration de la plateforme des jeunes Ergana pour l'écoute et l'orientation. Le souverain a également procédé au niveau de la préfecture d'Agadiri d'Aoutanen à l'inauguration de l'espace culturel Dar Moumkin au quartier El Gouira et de celui des Étoiles du Souss au quartier El Farah. Nissé El Hamdaoui. La plateforme des jeunes Ergana pour l'écoute et l'orientation s'insère dans le programme 3 de l'INDH, amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes. Elle permettra aux jeunes de la région Souss-Massa de tirer le meilleur parti du programme intégré d'appui et de financement des entreprises, élaboré conformément aux hautes orientations royales. Lequel programme comporte une batterie de mesures à même de dépasser les difficultés entravant l'accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises. La plateforme des jeunes Ergana pour l'écoute et l'orientation a mobilisé près de 7 millions de dirhams. On y trouve des espaces d'accueil, d'entrepreneuriat, d'emploi et d'écoute, un auditorium, des ateliers, une médiathèque, une salle de sport et un terrain de mini-foot. Sa Majesté le Roi a procédé à la remise de 28 minibus, dont 26 de transport scolaire et 2 pour le transport de sportifs aux présidents de communes et d'associations bénéficiaires de la préfecture d'Agadiri d'Aoutanen. De quoi améliorer les conditions de scolarité et lutter contre la déperdition scolaire des élèves des zones rurales.
Ce programme aidera les jeunes à l'inclusion économique dans le tissu économique national. Et aussi, il a été présenté à Sidna Lansro, donc lui a été présenté l'avancement global des autres programmes de la phase 3, qui consiste notamment au niveau des programmes de la santé mère-enfant, au niveau de l'avancement du programme préscolaire, parce que l'INDH accompagne de manière forte le ministère de l'Éducation nationale, notamment au niveau du préscolaire, au niveau du rural, mais aussi au niveau de l'appui à la scolarité, par, disons, au niveau du transport scolaire, au niveau de la construction d'At-Talib. La plateforme Algana s'érige comme un carrefour de rencontres des différents acteurs impliqués dans le chantier de l'intégration des jeunes. L'idée est de répondre aux attentes des jeunes à la recherche d'opportunités d'emploi. L'espace sera encadré par des équipes spécialisées dans l'orientation, l'écoute et l'accompagnement des bénéficiaires dans le processus de conception de leurs projets professionnels. Aujourd'hui, nous agissons sur la démarche marketing pour pouvoir améliorer la commercialisation chez les coopératives et les porteurs de projets. Donc pour qu'ils aient une vue panoramique et pour qu'ils puissent se positionner dans la chaîne de valeur. Donc nous les sensibilisons à différentes techniques de vente, etc. Et c'est très important parce que c'est la principale problématique actuelle pour la viabilité de l'entreprise. La plateforme vise à accompagner pratiquement 370 jeunes sur les 3 prochaines années et à les aider à mettre en place leur propre entreprise qu'ils bénéficieront, je l'espère bien, des programmes qui ont été lancés au niveau national par Sa Majesté également. La région Souss-Massa a connu également la réalisation au niveau de la préfecture d'Agadir et d'Outanan de l'espace culturel Dar Moumkin. Un investissement de près de 6 700 000 dirhams. La structure vise à accompagner des jeunes âgés de 18 à 28 ans, ceux qui désirent acquérir des compétences nouvelles. À travers des activités de lecture, d'écriture, de théâtre, de musique et de vidéo, cet espace culturel s'attellera à promouvoir la pensée critique, la créativité, la collaboration, la communication, l'ouverture sur l'autre et les valeurs de citoyenneté. L'espace culturel Les Étoiles du Souss constitue le 3e centre du genre initié par la fondation Ali Zawa après celui de Casablanca, les Étoiles de Sidi Moumen et celui de Tanger, les Étoiles du Détroit. Il compte actuellement 240 inscrits âgés de 6 à 28 ans. Il abrite des cours de théâtre, d'art plastique, de danse, de musique et de langue étrangère assurés par 13 professeurs. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la 3e phase de l'INDH 2019-2023. Ils s'articulent autour de 4 principaux programmes. Résorption des déficits en matière d'infrastructures et des services de base, accompagnement des personnes en situation de précarité, amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Le conseil a adopté 2 projets de décret. Le premier détermine les montants et les modalités des compensations sur l'emploi et la mobilité au profit des membres de la Commission nationale de la commande publique. Le deuxième décret est relatif à l'organisation de l'école Hassania des travaux publics. Le conseil de gouvernement a examiné le projet de loi 0520 relatif à la cybersécurité présenté par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale. Et enfin, le Conseil a adopté une convention de coopération dans les domaines militaires et techniques signée le 20 juillet 2019 à Amman entre le Royaume du Maroc et le Royaume hachémite de Jordanie. Ils sont investisseurs, leaders en innovation ou jeunes entrepreneurs réunis à Salé à l'occasion du Startup Africa Summit 2020 pour fédérer l'écosystème start-up du continent et accélérer son développement avec le précieux apport de mentors experts. Le reportage est signé Hanan Arsalan, Mounia Marouche. Fédérer l'écosystème start-up africain et accompagner les jeunes entrepreneurs, ce sont là les objectifs phares de ce forum économique continental.
Des experts de l'industrie et de grands investisseurs mettent leurs compétences au service de ces chefs d'entreprise, pour la plupart des novices. C'est une expérience d'apprentissage intensive et enrichissant. Elle va apporter un plus pour nous, les entrepreneurs du Maghreb. C'est une véritable plateforme d'échange et de partage d'expertise. Cette rencontre est une opportunité qui va nous permettre de faire du réseautage et pourquoi pas conquérir le marché africain. Plus de 60 startups, notamment du Sénégal, du Cameroun et de la région MENA, s'initient notamment aux nouvelles technologies, aux codes de l'entrepreneuriat en Afrique et surtout en networking. La start-up est une entreprise innovante qui doit s'assurer en permanence que son modèle business fonctionne très bien sur le marché. Et cette édition regroupe 60 entreprises et 40 experts de 20 pays. Startup Maroc a accompagné jusque-là plus de 2000 entrepreneurs, de quoi inciter ces jeunes pousses africains à s'investir davantage dans leur continent et contribuer à son développement. Le Digital Job Fair, une foire de l'emploi organisée à Rabat par l'Agence de développement du digital et l'Institut national des postes et télécommunications. L'événement vise à promouvoir l'émergence d'écosystèmes de la transformation digitale en vue de répondre aux évolutions des nouvelles technologies et intégrer l'impact socio-économique des nouveaux métiers du digital. Khadija Zarwal et Zakaria Moukembil. Des élèves ingénieurs à la rencontre des entreprises œuvrant dans le digital. Des opportunités d'échange et de contact pour prendre connaissance des perspectives d'emploi offertes par le domaine des nouvelles technologies. Le Digital Job Fair, ambition de promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des étudiants. C'est une rencontre entre les entreprises et les étudiants, non seulement de l'Institut, mais aussi des autres instituts et des autres écoles d'ingénieurs. Donc c'est une opportunité qui minimise la distance, bien entendu, entre les entreprises et le monde institutionnel. Nous sommes là pour trouver des opportunités de stage ou de projets de fin d'études. Il y en a même qui trouvent des opportunités d'emploi. Cela nous facilite la tâche. Au lieu d'aller vers les entreprises, celles-ci viennent à nous. Rapprocher les étudiants de l'environnement professionnel et accompagner les transformations numériques sont parmi les objectifs de cette foire de l'emploi. Le Royaume ne cesse de déployer des efforts soutenus pour se positionner en tant que pionnier du digital au niveau régional et continental. Ce genre de manifestation est important pour notre institut et pour la formation des ingénieurs. La révolution digitale en cours va contribuer à renforcer le développement économique et social. Durant leur formation, ces étudiants reçoivent l'encadrement nécessaire afin de nouer des relations avec l'écosystème digital. Un secteur porteur pour l'investissement et l'entrepreneuriat, créateur d'emplois et de richesses pour les jeunes. Les étudiants sont d'ores et déjà appelés à s'inscrire dans cette dynamique pour accompagner ce processus de développement. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, la Syrie. Le Parlement syrien a officiellement reconnu aujourd'hui comme génocide le massacre d'environ 1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1917. Cette reconnaissance intervient dans un contexte de forte tension entre la Turquie et la Syrie. Une tension qui se manifeste sur le terrain. Ankara, qui soutient des groupes rebelles, a considérablement renforcé sa présence militaire dans la région d'Idlib, dernier bastion en partie sous contrôle djihadiste et rebelle en Syrie, et où le régime et son allié russe mènent une offensive meurtrière depuis décembre. Dossier libyen à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU demande un cessez-le-feu durable dans le pays sans précondition. Le texte rédigé par le Royaume-Uni a été approuvé par 14 voix sur 15, la Russie s'étant abstenue. Dans ce texte, Londres a choisi de maintenir la mention de la préoccupation du Conseil devant l'implication croissante de mercenaires en Libye. Cette mention avait été à l'origine la semaine dernière, rappelons-le, d'un blocage des négociations par la Russie. Moscou réclamant de remplacer le mot mercenaire par, je cite, combattants terroristes étrangers. Et puis en Chine, un nouveau bilan vient d'être établi suite à l'épidémie Covid-19. Le chiffre a atteint les 1350 morts. Quelques 60 000 personnes sont contaminées par le virus. 15 000 nouveaux cas ont été signalés par les autorités chinoises.
Un bond record dû à une nouvelle définition plus large des cas d'infection dépeignant une épidémie plus grave que rapportée jusqu'à présent. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a assuré ce jeudi que l'augmentation des cas de nouveaux coronavirus en Chine reflétait un changement des méthodes de dépistage et de calcul, pas une aggravation de l'épidémie. On revient chez nous et on va parler de hooliganisme. Le hooliganisme d'ailleurs vole encore la vedette au derby qui a opposé d'ailleurs hier soir les phares au Raja de Casablanca. C'était au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat. 13 individus impliqués dans ces actes de violence ont été arrêtés, indique un communiqué de la DGSN. Les explications avec Iman Abou. Les opérations sécuritaires menées par les services de la préfecture de police de Rabat suite à ces actes de hooliganisme qui ont éclaté hier soir après le match de football entre l'AS Far au Raja de Casablanca ont permis l'arrestation de 13 personnes pour leur implication présumée dans des actes de jet de pierre, de dégradation de biens publics, de possession d'armes blanches et de fumigènes et violence à l'encontre de fonctionnaires publics lors de l'exercice de leurs fonctions. Les services de sûreté poursuivent les procédures de recherche et d'enquête pour identifier les autres personnes impliquées dans des actes de violence en vue de les soumettre aux enquêtes préliminaires nécessaires sous la supervision du parquet compétent. Le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale précise que les jets de pierre et les actes de hooliganisme ont fait des blessés parmi les forces publiques, dont 3 policiers blessés à différents degrés, ainsi que 2 éléments de la protection civile et 22 supporters qui ont été légèrement blessés. Des dégâts matériels ont également été causés à 19 véhicules de la Sûreté nationale, un camion de la protection civile et une ambulance, en plus de 6 véhicules appartenant à des particuliers. Les mises en cause ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent. Les opérations sécuritaires sont toujours en cours pour interpeller le reste des personnes impliquées dans ces actes de hooliganisme et pour déterminer tous les dommages enregistrés. On parle culture à présent. Budget, bouquin, combien déboursent les Marocains pour la lecture? Profitant de la présence de notre équipe au Salon international de l'édition et du livre, elle a posé la question aux visiteurs. Si les sommes varient, eh bien l'intérêt pour la lecture est constant. Voyons cela avec nos envoyés spéciaux, Adnan Herras, Youssef Chergui et Mariam Elmessi. Roman, bande dessinée, science-fiction, manga, entre le e-book et la version en poche, le livre n'a décidément rien perdu de sa superbe. Mais est-ce que le prix peut être un inconvénient? Combien pèse le livre sur nos budgets? Nous avons posé la question aux visiteurs du ciel. Regardez. C'est un budget ouvert. Du moment où il y a l'envie de lire, sauf que encore il faut orienter, cadrer les lectures. Moi j'aime beaucoup lire, du coup je peux consacrer même 300 dirhams par livre parce que après ça vaut, les histoires peuvent être très intéressantes. Je consacre un petit budget d'environ 500 dirhams pour les mangas parce que les mangas c'est un petit peu cher, hein, un petit peu. Mon budget est assez minime, mais je préfère acheter des livres de seconde main plutôt que des livres assez chers qui sont nouveaux. J'ai ramené 100 dirhams pour acheter un manga par exemple, et j'investis beaucoup dans les livres. On a ramené un budget pour acheter des livres et pour les lire chez nous. J'ai ramené 150 dirhams pour acheter des livres. Avec petit ou gros budget, ils sont venus faire le tour des librairies pour dénicher des perles rares. Certains genres sont plus plébiscités que d'autres. Le roman, les livres pratiques et la BD restent des best-sellers et les prix varient de 20 à 300 dirhams. À leur passage en caisse, les acheteurs se voient proposer des offres de réduction du prix d'origine, notamment le 2 acheté, 1 offert. Je trouve que les gens investissent dans les livres, mais le point reste les prix. Nous faisons notre mieux pour mettre des livres à des prix abordables par rapport aux consommateurs et par rapport au pouvoir d'achat des Marocains. Nous proposons de 20 à 30% de réduction sur nos produits livresques. C'est une manière pour nous d'inciter la jeune clientèle à acquérir davantage de livres. En dehors des rayons des librairies, les formes d'achat se diversifient. Des bouquins d'occasion aux ouvrages en ligne, le livre n'est donc pas moins, mais différemment consommé.
Page picturale à présent, elle s'appelle Sana Rqas, elle est diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. On peut actuellement découvrir sa nouvelle exposition à la galerie Charte de Casablanca. Un travail pictural très figuratif qui se rapproche de l'anthropologie. On découvre tout ça dans ce reportage signé Achour Ben Msaoud, Reda Fidja et Dominique Hollande. De toutes les longues balades qu'elle a effectuées, en particulier la nuit, à travers les artères de tant de cités qu'elle a pu visiter jusqu'à ce jour, Sana Rqas nous a ramené l'équivalent pictural de quelques instantanés, tout aussi saisissants les uns que les autres. Des arrêts sur image au charme étrange qui ne sont jamais dénués d'une immense poésie. La nuit, on est seul, on réfléchit, le décor est différent. On est plus sensible, on a le temps de la réflexion. J'étais au Japon l'été dernier et c'était très enrichissant de voir une autre civilisation, d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de se déplacer, de vivre. Et voilà, je pense que je suis en train de représenter un peu tous ces souvenirs et mon amour à la peinture. La singularité de l'artiste se mesure également au choix esthétique qu'elle aura su faire et qu'elle aura aussi su conserver. Nouvelle figuration, c'est un mouvement qui est emmené par une peinture, on va dire, allemande du début des années 80 et qui est aujourd'hui suivi par pas assez d'artistes, je trouve, à mon goût, parce que je trouve quand même qu'il y a une noblesse et qu'il y a quand même un vrai talent à observer dans l'acte de dessiner. Et il y a encore, heureusement, des cas exceptionnels comme Sana Rqas qui suivent la voie de la figuration et de la nouvelle figuration particulièrement. On perçoit ici la solitude de l'homme qui semble inhérente aux villes trop grandes. Peinte comme autant de silhouettes flottantes, l'artiste parvient à leur redonner consistance par le simple fait d'avoir eu envie de les observer puis de les capturer. On termine en musique. Elle s'est produite hier soir au Théâtre National Mohamed V de Rabat avec sa voix mélodieuse. Elle a offert un concert de jazz avec la participation de l'Orchestre symphonique royal. La Russe Karina Skosvinova s'est produite également à Casablanca, une belle soirée où l'artiste a repris de nombreux tubes à succès. Mohamed Laroui, Sarah Katir étaient présents à la soirée. L'Orchestre symphonique royal invite à nouveau la belle Korina Kojevnikova pour sublimer de sa voix mélodieuse un concert de jazz en grande formation big band sous la direction d'Oleg Reshetkin. Un pur moment de bonheur et de partage intense avec les mélomanes casablancais. Ce soir, je vais chanter les chansons, les standards du jazz populaire, de répertoire de Ella Fitzgerald. Et j'aime bien chanter avec un orchestre. Et ce orchestre, peut-être, c'est un genre spécial. Je suis un des fans de ce type de musique de renommée. C'est une occasion de profiter, de regarder des musiciens de haut calibre ainsi que l'artiste célèbre. Avec une voix charismatique et une sensibilité envoûtante dans le chant, Korina a remporté un franc succès à Casablanca comme dans d'autres villes du royaume où elle a interprété avec brio des tubes inoubliables de jazz. Eh bien voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula, 21h. Une excellente soirée. À demain.